Chers amis, avant d'insister dans cette vidéo, je tiens à vous poser une question essentielle. Est-ce que vous kiffez la violence? Parce que si c'est le cas, restez jusqu'au bout, étant donné que je vais vous parler d'une mini-série en 6 épisodes sortie sur Netflix. Une mini-série sortie en début d'année, je suis passé complètement à côté, j'arrive après la bataille, tout le monde en a déjà parlé, mais j'ai envie de vous en parler tellement ça a été un choc, tellement j'ai kiffé cette série, tellement j'ai passé un bon moment devant. Enfin un bon moment, attention, c'était un bon moment qui est resté cependant douloureux, car on est secoué, malmené du début à la fin. La série dont je vais vous parler, c'est American Primeval, ou American Primeval avec l'accent français, une mini-série réalisée par Peter Berg, un gars dont il y a beaucoup de choses à dire et dont je vais parler brièvement. Donc on parle d'une série dans un univers type western, Far West, tout ça, sauf que cette série n'aseptise en rien cet univers. Vous vous souvenez de la saga Horizon qui a été amorcée par Kevin Costner en 2024? Une série de films qui a été un échec au box-office, échec critique, tout ça, bon bref, on était nombreux, très nombreux à avoir été déçus. Eh bien sachez qu'American Primeval, eh bien c'est Horizon en réussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, en revanche, je vais appuyer à fond sur des arguments qui pourraient potentiellement vous pousser à vous intéresser à cette série. Du moins, je vais rappeler des éléments qui personnellement m'ont séduit, m'ont marqué, et ces éléments font que, à mes yeux, cette série fait partie des meilleures déjà de l'année 2025. Je suis pas sûr qu'on trouvera un équivalent, qu'on trouvera une série qui saura la surclasser, du moins dans son genre, et également au niveau de l'ambiance, au niveau de la mise en scène, au niveau du réalisme. On peut reprocher plein de choses à Netflix, cependant de temps en temps ça arrive qu'ils nous sortent de petits chefs-d'œuvre. On l'a vu l'année dernière avec Mon Petit Renne, une petite série que je suis très content d'avoir découvert et d'avoir fait découvrir à un paquet d'entre vous. Et j'aimerais justement cette année vous pousser à découvrir American Primeval parce que je pense qu'il y en a encore quelques-uns qui n'ont pas encore osé sauter le pas. Cependant, je vous invite à vous pencher sur cette série, surtout si vous kiffez tout ce qui est Far West, tout ce qui est univers, comment dire, enfin tout ce qui est en rapport avec la conquête, avec la découverte d'un nouveau monde, d'un nouveau territoire. Enfin moi j'aime bien tout ce qui est histoire de pionniers, de colons, enfin j'aime bien tout ce qui est histoire d'exploration, de découverte, et ce qui est génial avec cette série, c'est que rien ne nous est épargné, et surtout, rien n'est épargné aux personnages. Tout le monde prend cher, tout le monde souffre, et presque tout le monde meurt. Enfin rassurez-vous, je ne dis pas ça en mode spoil, mais une bonne partie des personnages que vous verrez, ils vont pas tous bien finir, faites-moi confiance. Et bien évidemment, cette série sera adorée par tous les fans de ce chef-d'œuvre qui est Red Dead Redemption 2. Sachez que je n'ai pas lâché mon projet de faire ma rétrospective géante de 10 heures sur le jeu. Je suis toujours dessus, je suis toujours à l'écriture, je n'oublie pas, c'est juste que j'ai trop de taf à côté, mais je ne lâche pas ce projet, elle sortira. Enfin, cette vidéo sortira par surprise, je ne préviendrai personne. Un jour, vous aurez la petite surprise dans la notif. Pouf, ma grosse rétrospective de 10 heures qui va sortir, mais en tout cas, je suis toujours dessus, et j'avoue, honnêtement, que cette série m'a poussé à encore plus travailler ma vidéo, et m'a poussé à... Enfin, je veux dire, cette vidéo m'a fait énormément de bien, enfin, cette série m'a fait énormément de bien, et m'a encore plus motivé à me déchirer pour cette grosse rétrospective que je vous prépare. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous motivera à découvrir cette petite merveille, ou la redécouvrir si, par exemple, vous ne l'avez pas aimé, car je pense que ceux qui n'ont pas aimé cette série sont passés à côté de certaines subtilités, notamment au niveau de la mise en scène, car la mise en scène pour moi est vraiment, comment dire, c'est une véritable réussite. On reconnaît très bien la patte Peter Bergen, mais ça je vais vous en parler au cours de cette vidéo, donc c'est parti. Je vous sors mes arguments en faveur de cette série, car pour une fois j'en ai noté, pour rien oublier, pour ne pas en louper une miette. Je vais commencer brièvement par mon ressenti, j'ai déjà dit le gros de ce que j'avais à dire, mais à la base, j'étais pas du tout tenté, alors que pourtant j'adore les Far West, ce genre de truc, mais mon subconscient avait peur d'être déçu. Mon subconscient me disait « Attention, attention, Netflix, machin, mini-série, ça va peut-être pas être ton style, ça va peut-être pas être ton genre. » Et puis finalement, j'ai plongé la tête la première. Les premières minutes, j'étais moyennement convaincu, puis finalement, je me suis laissé emballer par l'histoire, emballé par les personnages surtout. Et je précise que j'ai regardé la version... Enfin, je précise que j'ai regardé la série en version originale, car vraiment, je sais que certains d'entre vous, vous n'êtes pas trop amateurs de version originale, vous préférez la version française, bien doublée, tout ça, mais là, honnêtement, pour une fois, faites une exception, car les personnages qui ont été... Enfin, les acteurs qui ont été engagés, ils forcent à mort, et ils forcent bien sur l'accent, comment dire, l'accent américain, texan, je sais pas quoi, appelez ça comme vous voulez, bon là ça se déroule dans l'Utah, c'est pas pareil, mais on ressent bien l'accent sauvage, bien américain, et ça passe, c'est nickel. Pour moi c'est un véritable miel auditif dans le sens où chaque personnage a une âme, chaque personnage a une personnalité, et la voix joue énormément, apporte en cachet, chose qu'on n'a pas réussi avec la VF concernant cette série, car vraiment le doublage français est très pauvre, je l'ai trouvé très en deçà de ce que la série propose. Par exemple, pour Mon Petit Renne, j'ai trouvé la version française géniale, presque meilleure que la version originale. Or là, honnêtement, la version française, pas vraiment top. Alors,
Mon ressenti général, bah écoutez, je me suis laissé embarquer par cette série, vraiment, j'étais réticent au début, je sais même plus pourquoi j'ai lancé honnêtement, alors qu'à la base, je ne voulais pas faire de critique, j'ai lancé par simple curiosité, et j'ai tout bouffé dans la soirée du samedi, j'ai lancé à 22 h et j'ai poursuivi jusqu'à au moins 4 h du mat, il y a des scènes que je me suis remis plusieurs passages tellement c'était waouh. Bon voilà, mon ressenti sur cette série, je lui mets un solide 8 sur 10. Je pourrais pousser jusqu'à 9-10, mais il y a quelques moments où j'étais pas perdu, mais j'étais pas spécialement emballé. Mais bon, si j'écoute mon cœur, je mets un 8 sur 10, mais du point de vue des faits, du point de vue de la mise en scène et tout le reste, je lui mets un 10, honnêtement. C'est une véritable merveille. Donc voilà mon ressenti général. Maintenant, on va parler du réalisateur, Peter Berg. Alors Peter Berg, c'est un gars qui a quand même eu un CV assez particulier, parce qu'on l'a vu participer dans pas mal de films en tant qu'acteur. Je me rappelle de sa prestation dans Mise à Prix, par exemple. Il jouait, il faisait partie du trio avec Ben Affleck et comment il s'appelle déjà, je me souviens plus du nom du mec. Bon bref. En tout cas, il a fait une toute petite apparition, par exemple, dans un film comme Mise à Prix, que je vous recommande. Si j'en parle, c'est pas pour rien. Si je vous parle de Mise à Prix, c'est pour vous convaincre de le regarder ou le découvrir ou le redécouvrir. Ce film est un véritable chef-d'œuvre. Il est sorti en 2006 et pourtant, il est toujours aussi propre. Vous le regardez avec le regard actuel, le regard de maintenant. C'est un film qui n'a pas vieilli. Il passe toujours aussi bien. Et j'ai halluciné quand j'ai vu la première fois. Alors c'est un film d'action où il y a beaucoup de blabla, beaucoup de paroles, beaucoup de dialogues. Il y a très peu de scènes d'action, surtout vers la fin. Mais par contre, c'est un film qui est richissime au niveau des détails, au niveau des dialogues, au niveau des personnalités. C'est d'ailleurs un film qui propose un casting, mais de malade mental. Il n'y a que des stars. Alors certains d'entre eux ont été révélés un petit peu après, mais la plupart des acteurs qui jouent dedans, ils étaient déjà bien connus. On a Ray Liotta, Ryan Reynolds, qui d'autre encore? On a Alicia Keys qui joue dedans, on a le rappeur Common, on a Jeremy Piven, on en a tellement. Il y a Andy Garcia, il y a Joel Edgerton avant qu'il soit vraiment connu. On a également Matthew Fox, Jack de Lost, qui fait une toute petite apparition. Ce film, c'est une succession de caméos, de guest stars, mais ça passe super, c'est nickel. On a d'ailleurs Nestor Carbonell qui joue dedans, qui joue à la base, rappelez-vous, le maire de Gotham dans la série Batman, mais là, dans Mise à Prix, il est juste génial dans le rôle du tueur à gages Miguel d'Acosta ou je sais pas quoi, personnage atypique. Il n'y a que des personnages qui sont exceptionnels dans ce film. On a d'ailleurs aussi également, comment il s'appelle l'acteur là, Chris Pine, qui joue dedans aussi dans le groupe le trio des nazis, les frères Tremor. Bref, ce film, ceux qui l'ont vu, ils ne l'ont jamais oublié, et si vous ne l'avez pas encore vu, vraiment, je vous recommande de le voir, matez-le d'urgence. C'est vraiment un film particulier, une véritable pépite, c'est une merveille. Si vous kiffez les dialogues, les bons dialogues, si vous kiffez... Il y a même Jason Bateman, il n'y a que des acteurs connus, il n'y a que des stars. Maintenant que j'y pense, et j'en oublie plein, hein. En tout cas, Peter Berg a une petite apparition, et ça fait partie des films dans lesquels il a joué. Il a toujours eu des petits rôles, mais par contre, là où il s'est démarqué des autres, c'est à la réalisation. Et il n'a pas tourné que des chefs-d'œuvre. C'est à lui, par exemple, que l'on doit Battleship. Battleship, bon divertissement, mais c'est pas non plus hyper transcendant. Par contre, il a réalisé d'autres films qui sont vraiment marquants, comme par exemple Le Royaume en 2007. Vraiment génial, un très bon film, très bon divertissement, divertissement intelligent. Donc des Américains qui sont au Moyen-Orient, tout ça, qui enquêtent par rapport à des séries d'attentats. Là aussi, pas beaucoup de scènes d'action, mais une gigantesque à la fin, excellente, acting parfait, et mise en scène très Peter Bergienne, dans le sens où ce mec a une vision, il a une patte, il a une esthétique. On sent bien qu'il s'est un peu inspiré des réalisateurs de la nouvelle vague américaine de l'époque, comme par exemple Big Joe Carnahan, qui a réalisé Mise à Prix, réalisateur pour moi honteusement sous-coté. On sent bien que Peter Berg s'est pas mal inspiré du style de Carnahan et d'autres gars, bref, de Big Joe. Et pour revenir à Battleship, pour moi c'est son plus mauvais film, car c'est son moins personnel. On sent bien qu'on l'a mandaté pour faire un gros blockbuster, qu'il a été plus ou moins bridé par rapport à pas mal de trucs, il a voulu en faire, Hollywood a voulu en faire un truc familial, et ça se ressent, c'est pas du tout la patte de Peter Berg. En tout cas, je recommande The Royaume, pour ceux qui aiment bien la géopolitique, l'action, tout ça, et je note que The Royaume propose l'un des génériques d'entrée les mieux réussis. Vraiment, générique d'entrée excellent, du même niveau que celui de The Lord of War, pour rappel. À l'époque, on faisait vraiment des films intelligents, quoi. Et donc, Le Royaume, je recommande, et également, je recommande, c'est peut-être le film le plus connu de Peter Berg, c'est Du sang et des larmes, ou The Lone Survivor, où il met en avant, où il retrace le calvaire de 4 soldats américains qui sont morts, 4 Navy Seals, qui sont morts au combat, il y en a 3 qui sont dead, je crois. C'est une histoire très connue aux États-Unis. Bref, les Américains, ils n'hésitent pas à mettre en avant leurs héros, donc Du sang et des larmes, quoi d'autre encore, on a eu Clint Eastwood avec American Sniper, où il mettait en avant Chris Kyle. Les Américains font des trucs comme ça, ils mettent en avant leurs soldats, leurs flics, leurs pompiers, etc. Nous,
Zéro, c'est une fois de temps en temps, on balance des petites miettes, des petits hommages, mais c'est toujours... Enfin, on est très loin de ce que font les Américains. Et c'est pas une question de moyens, c'est une question d'envie, une question de pratique, de mise en scène. En tout cas, Peter Berg, son film le plus connu, c'est Du sang et des larmes. Alors, je dirais pas que j'ai kiffé ce film, parce que mine de rien, paradoxalement, je suis pas spécialement fan des films qui se déroulent dans le monde militaire, tout ça, ça me parle pas tant que ça. Par contre, au niveau de la mise en scène, au niveau visuel, au niveau de l'acting, au niveau de... Pareil également, générique excellentissime dans Lone Survivor, dans Du sang et des larmes, générique très inspirant où on voit l'entraînement des Navy Seals. Bon, je pourrais encore en parler, mais je dois parler d'American Prime Vol, mais c'est juste pour marquer le coup, pour bien présenter la patte du réalisateur. On n'a pas n'importe qui à la réalisation, on n'a pas un manche, on a quelqu'un qui sait ce qu'il fait, qui a un sens de la pratique, qui a un sens de l'esthétique, qui a un sens du visuel, c'est faire en sorte que chaque plan de ses films serve un peu de wallpaper sur votre ordi. Il y a quelque chose de très publicitaire, mais qui en même temps fait réaliste, fait crédible, il a une patte visuelle qui est, pour moi, trop sous-cotée. Donc voilà, je vous ai dressé le tableau du réalisateur Peter Berg. Alors j'ai pas maté tous ses films, je dois oublier des choses, j'ai des bribes de souvenirs, je suis en mode impro pour rappel, mais quoi qu'il en soit, on peut retenir donc ces 3 films qui ont vraiment marqué son... comment dire, ces 3 films qui l'ont fait connaître, et Battleship fait certainement pas partie de ses meilleurs films. En tout cas, il faut noter une chose, Peter Berg a le sens de la fidélité, étant donné que pour American Prime Vol, l'acteur principal, c'est Taylor Kitsch, qui avait complètement disparu des radars depuis le début des années 2010. Toute fin 2000, début 2010, il commençait à être bien mis en avant, notamment via Battleship, qui a été plus ou moins un échec. Également Savages d'Oliver Stone, film qui malheureusement a été aussi un échec, film dont il y a beaucoup de choses à dire. Mais le coup de grâce qui a été porté au pauvre Taylor Kitsch, c'est John Carter. C'est le film qui a flingué sa carrière. Alors que pourtant il avait démarré en douceur, notamment avec son petit rôle remarqué, son rôle de Gambit dans Wolverine, le très médiocre Wolverine X-Men, mais il avait réussi quelque part à se faire connaître avec ce rôle, et plein de réalisateurs se sont dit « Ah bah tiens, ce jeune il est beau gosse, il a un bon physique, il pourrait bien cartonner », sauf que pas de bol, tous les blockbusters dans lesquels il a tourné, ça a été des échecs. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, les États-Unis, c'est pas la France, et donc Taylor Kitsch a fini complètement out après ses échecs successifs. On n'a plus voulu lui après, étant donné qu'il avait trop de casseroles, enfin, des casseroles, vous m'avez compris, hein, c'était pas de sa faute, voilà, il est tombé dans les mauvais projets au mauvais moment, alors que ce mec-là, il avait vraiment le potentiel pour être le Brad Pitt de son époque, il est passé à côté. Pour autant, Peter Berg a continué à le faire tourner, notamment dans Lone Survivor, où il avait un petit rôle, enfin il avait un des rôles principaux dans le film, mais il n'avait pas, on va dire, le rôle principal. Il faisait partie du quator avec Mark Wahlberg, Ben Foster, des mecs comme ça. En tout cas, après ça, on l'a vu que dans des tout petits rôles. Il s'était fait brièvement remarquer dans la série Painkillers, la très médiocre série Netflix Painkillers. D'ailleurs, je recommande davantage le film Painkiller, qui est sorti la même année, je crois, fin 2023. On a eu la série en début d'année et le film avec Chris Evans et Emily Blunt. Vraiment, je vous recommande le film. Génial, rien à voir avec la série. En tout cas, Taylor Kitsch a eu un petit rôle assez remarqué dans Painkiller, mais on sentait bien que c'était presque fini pour lui, quoi. Il a amorcé la quarantaine, c'est terminé les rôles de jeunes premiers. On sent bien que Kitsch n'avait plus aucune fame. Jusqu'au retour d'American Prime Vol, parce que là, c'est un véritable retour en grâce. Taylor Kitsch a le premier rôle, dans le rôle d'Isaac, un trappeur qui a été entraîné par des Indiens, tout ça, qui est désabusé, qui est fatigué de la vie, qui doit escorter une femme et son gosse à travers des terres désolées, et il est génial, il est grandiose. Vraiment, ce qui est génial, c'est que son personnage joue un peu le rôle du anti-héros, dans le sens où le mec, il est désabusé, il est fatigué, on le voit la première fois à poil, avec le physique meurtri, avec bourré de cicatrices, le mec, il a une dégaine de clodo avec sa barbe, il est à moitié voûté, avachi, il est revenu de tout. On se dit, voilà, super, c'est ça le héros qui nous vendent, et puis finalement, on s'aperçoit que le gars, c'est une machine de guerre, il est génial. Vraiment, c'est un des personnages... si on devait... comment dire, si la décennie 2020 devait être aussi riche en termes de pop culture que la décennie 2010, honnêtement, son personnage, il mérite sa place dans le top 10 des personnages les plus marquants de cette décennie. Excellent dans son rôle d'Isaac, enfin, vous verrez bien quand vous découvrirez la série. Mention spéciale d'ailleurs pour sa voix, c'est pour ça que je vous invite à le voir en VO, parce que le mec a une voix super grave, et il a su donner de l'intonation et de la personnalité, enfin il a su donner une âme à son perso. Au casting également, on peut noter la présence de Shea Wingham, j'arrive jamais à le dire, je suis désolé, hein, je relis les noms, moi j'ai un problème avec les noms, c'est-à-dire que j'ai beau les relire, si ça rentre pas une fois, ça ne rentre jamais. En tout cas, ce mec est excellentissime, un gars qui a été révélé un petit peu sur le tard. Son premier rôle, je crois que c'était à 30 ans dans Tigerland, où il jouait le méchant antagoniste. Tigerland, qui est peut-être un de mes films préférés, je vais pas vous mentir. J'adore le personnage de Colin Farrell. Colin Farrell, c'est son premier rôle d'ailleurs. Premier rôle de ce gars-là et premier rôle de Colin Farrell dans Tigerland. Chef-d'œuvre pour moi de Joel Schumacher. Trop sous-coté ce film. Pour moi, le personnage qu'incarne Colin Farrell, Roland Bose, c'est un véritable modèle. C'est un personnage qui a drivé mon adolescence.
Et il est génial dans son rôle, dans ce Tigerland, le bon Sean chez Wingy, voilà quoi. Il est génial, et dans tous les films dans lesquels il a joué, il est excellent. Alors il a toujours eu des petits rôles, des rôles des rôles à contre-emploi, des rôles de méchants, des rôles de ripoux, des rôles de racistes, il a eu plus ou moins tous les rôles, et il a toujours su se démarquer, même en étant vraiment mis de côté. C'est pas un acteur qu'on a mis très souvent au premier plan, à part dans l'excellent The Getaway, sorti je crois en 2022 ou 2023. Pour une fois, il a eu un rôle de premier plan dans un petit film américain indépendant, qui a pas fait de bruit en France, enfin qui a même pas fait de bruit tout court. Il est très bon dans son rôle, le film est excellent, pas un chef-d'œuvre, mais très très bon. Comme le sont souvent d'ailleurs les petites productions américaines qui sortent un petit peu en off, pas dans les gros studios, parce que ils sont obligés de se démener pour faire des bons films, pour être connus, donc les gars ils sont obligés de se déchirer pour produire des bonnes productions, et The Getaway est excellent, et l'acteur en question dont je parle, il est parfait dans son rôle. Pour le coup, c'est la première fois qu'on le voit dans un premier rôle, le mec il a passé la cinquantaine, mais c'est enfin, il est un peu mis en avant à sa juste valeur. En tout cas, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, on l'a vu dans Savages avec Taylor Kitsch, il a un tout petit rôle, avec Benicio del Toro, pour ceux qui l'ont vu, vous vous rappelez forcément de son apparition, on le voit pas beaucoup, mais on s'en rappelle. On l'a vu également dans Joker, on l'a vu dans Kong Skull Island, on l'a vu dans La Loi et l'Ordre avec Colin Farrell, encore une fois, on l'a vu également dans Tech Shelter avec Michael Shannon. Enfin bref, ce mec, vous l'avez vu partout. Et dans cette série, il est génial, il joue le rôle d'un gars qui tient un fort, qui s'occupe de un lieu où transitent tous ceux qui veulent rentrer dans l'Utah, dans l'Ouest, parce qu'on est à la frontière. Le fort qu'il tient dans la série, c'est l'ultime frontière avant d'entrer dans le monde sauvage, où on quitte la civilisation définitivement. Et donc le mec il gère un business avec un tripot, un bar, un commerce, etc. Donc il bosse, il s'occupe du bétail et tout, des affaires, c'est le taulier de tout ce bordel, et son personnage est excellent. Il a su apporter, là aussi, comme pour Taylor Kitsch, une âme à son perso, et c'est ce qui m'a marqué, c'est un des dialogues, pareil, excellent dialogue, vraiment, les dialogues sont très riches, et sont presque adaptés aux acteurs, où ils ont très bien su capter, j'en sais rien, c'est tellement bien géré. En tout cas, il y a un passage qui m'a plu, c'est quand il y a le gamin, le gosse, qui se barre avec sa mère dans l'Ouest sauvage, il demande au gars, comment on fait pour avoir il demande... il avoue ce fort, il fait ouais, ça, il est à moi, il est avec sa pipe là. Il fait mais comment on fait pour avoir un fort comme ça, comment on s'y prend? Et le mec il fait we build it, enfin on le bâtit. Ça j'aime bien, c'est vraiment le côté à l'américaine, en mode on se pose pas de questions, on veut un truc, on le fait. Bref, personnage très intéressant. Maintenant, il faut que je parle d'un autre personnage, ou plutôt d'un autre acteur, qui a fait un retour en grâce là aussi. Un jeune acteur qui avait amorcé une percée vers 2013-2014, mais comme pour Taylor Kitsch, il n'a pas eu spécialement la chance, il n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Taylor Kitsch est vraiment passé à côté de sa carrière, et ce mec-là aussi, je pense que ce gars-là était mal vu par rapport à son accent australien, parce que l'accent australien, j'ai l'impression que il souffre d'un racisme un peu caché. Donc, dans cette série American Prime Vol, on va redécouvrir un acteur que vous détestez sans savoir pourquoi, c'est Jai Courtney, rappelez-vous, le gars qui a tourné dans le très mauvais Die Hard, qui a tourné dans le très mauvais Terminator, bref, ce mec n'a pas eu de chance. Lui aussi, c'était un petit peu l'étoile montante de sa génération, mais il a enchaîné les projets foireux, alors que pourtant, il est pas mauvais. Et comme l'avait très bien dit un de mes abonnés, il était pourtant très bon, très badass, dans le rôle de Captain Boomerang dans Suicide Squad. Et j'admets que moi aussi, pour une fois, j'ai hurlé avec les loups, j'ai critiqué Jai Courtney sans savoir pourquoi, alors que ce mec, il a rien fait de mal, il a juste essayé de faire ce qu'il pouvait dans des films qui étaient relativement médiocres, voire très mauvais, et pourtant, il est pas mauvais, c'est pas un mauvais bougre. Et je l'ai trouvé excellent dans cet American Prime Vol, parce qu'il force bien sur son accent australien, enfin, il force sans forcer, c'est crédible, ça passe, il joue un chasseur de primes, qui a une humanité, là aussi, pareil, c'est pas un personnage cliché, le mec a de l'humour, il est cruel, mais en même temps, il a une certaine forme il est un peu gentleman, c'est une brute, mais il sait s'y prendre, il a des manières, il est juste excellent, voire même parfait dans American Prime Vol, vraiment, vraiment j'insiste, matez-le en VO quand il discute avec pas le chasseur de primes, mais le gars qui se ramène avec le papier pour retrouver un personnage, enfin, son accent, le gars donne de l'intensité à son perso, avec sa gueule, son chapeau, sa dégaine, il est génial, vraiment, il est parfait. Lui comme tous les autres, mais voilà, je voulais revenir sur Jai Courtney, qu'on a un peu trop assassiné pour rien. Ce mec mérite un minimum de respect. Alors, il s'est fait déglinguer, on sait pas trop pourquoi, et je sais pas pourquoi j'ai tapé dessus, mais bon, il fallait que je parle de cet acteur, il est là, on le voit, et on peut pas faire autrement que de le remarquer, il ne vous laissera pas indifférent. Également au casting, on a Kim Coates, Kim Coates, un des seconds couteaux d'Hollywood, et encore une fois, Kim Coates crève l'écran. Je m'aperçois qu'il a passé la soixantaine, mais il a toujours la niaque, il a toujours cette énergie, il a toujours cette personnalité, il a toujours cette présence, ce magnétisme.
Et c'était un kiff de le voir là-dedans, dans son rôle de révérend mormon, super influent, etc. Et enfin, pour terminer, je notais la présence d'un acteur, pareil, qui, là aussi, a commencé à éclore dans les années 2010, mais qui a très vite fini disparu, alors que pourtant il avait un bon potentiel. C'était un petit peu, j'ai envie de dire, le nouveau DiCaprio. Vraiment, 2010 a été une génération pas top pour les nouveaux, quoi. Parce qu'en fait, la génération 2010, ça a été le renouveau des vieux acteurs, des Stallone, des Schwarzenegger, des Bruce Willis, des mecs comme ça. Enfin, Bruce Willis, ça n'a pas duré longtemps, mais vous m'avez compris. Tous les acteurs un petit peu sur la sellette, un peu sur la touche, dans les années 90-2000, ils sont revenus en force dans les années 2010. Et tous les jeunes acteurs qui étaient censés tout ravager, finalement, ils sont tous fait dégager, quoi. Taylor Kitsch, Jel Courtney, ce mec-là, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. En tout cas, vous l'avez déjà vu dans Amazing Spider-Man dans le rôle du bouffon vert, vous l'avez vu dans The Place Beyond the Pine. Il a également incarné James Dean dans un film avec Robert Pattinson, et également, vous l'avez vu dans Chronicle. Donc c'est pas n'importe qui, mais on ne sait pas pourquoi, il a disparu, il a éclaté en vol mi-2010, fin 2010, et là il revient dans un petit rôle dans American Primeville, voilà, il fallait que je note sa présence. Bon bref, j'ai fait le tour de l'acting excellent, du côté des meufs pareil, il y a beaucoup de femmes dans cette série, dont j'ai oublié le nom parce que la plupart sont des actrices des no-name, des inconnues, mais elles sont toutes marquantes, toutes exceptionnelles dans leur rôle, vraiment, c'est un 10 sur 10 au niveau de l'acting pour tout le monde. Ceux qui jouent les Indiens, ceux qui jouent les brigands, ceux qui jouent les seconds couteaux, ils sont tous parfaits. Maintenant, pour parler de la mise en scène, comme je l'ai dit, une mise en scène très Peter Bergen, dans le sens où c'est spectaculaire, sans pour autant que ça en fasse de trop. La caméra, c'est être placée dans des endroits incongrus, qui donnent du cachet. Par exemple, la caméra va être placée au niveau de la roue d'un chariot, donc on va voir le chariot avancer avec la caméra à l'arrière, donc on voit la roue de devant, on voit les chevaux qui sont en train de tourner, on voit des plans, enfin la caméra montre la boue, parce que là, on n'a pas affaire à un western, à un Far West, comme on a l'habitude de voir dans le désert, dans le Mexique, avec des cactus. Non, là on est vraiment dans la forêt, avec ses arbres, sa neige, la gadoue, la flotte, enfin c'est dégueulasse, on est vraiment dans les derniers vestiges de civilisation, du moins le peu qui a réussi à se construire. On est vraiment dans un environnement sauvage, et pas dans un environnement, on va dire, très friendly, quoi. C'est froid, c'est venteux, c'est pas spécialement hospitalier, c'est terrible. Et la caméra a su capter ça, et également la caméra a su capter les visages, les infrastructures, le peu qu'il y en a, la violence. La violence, c'est extrêmement bien, mais ça, je vais en parler un peu après, la violence, parce que ça, c'est un sujet vraiment à part entière dans cette série. Ça fait un petit moment que j'avais pas été secoué comme ça. En tout cas, au niveau visuel, au niveau mise en scène, on n'a pas affaire à un simple champ contre champ. La caméra sait se placer où il faut, au niveau visuel. Enfin, c'est beau. Je n'ai rien d'autre à dire, je vais pas vous sortir des éléments de langage, de cinéphiles. D'ailleurs, ça qui me fait marrer, c'est que les cinéphiles français, ils sont très forts pour noter les angles de caméra, les machins, etc. Ils sont très bons pour expliquer les distances focales, machin. Ils sont très bons au niveau du vocabulaire, au niveau du phrasé dans le cinéma. Par contre, les mecs, vous leur filez une caméra, ils vous font que du champ contre champ. Il n'y a aucune originalité, il n'y a aucune idée de plan. C'est un truc que j'ai remarqué, notamment quand j'ai entendu certaines critiques de Joker. On reprochait à Joker de s'inspirer vaguement d'autres films des années 70, mais on note pas, des moments qui pourtant marquent la rétine. Parce que la raison pour laquelle on se rappelle de Joker, même ceux qui n'aiment pas, c'est parce que le film est beau visuellement, et la caméra sait se placer dans des angles qui sont incongrus, comme par exemple les moments où on voit Arthur Fleck qui ouvre sa boîte aux lettres. Systématiquement, quand il ouvre sa boîte aux lettres, la caméra est placée dans des angles différents. À l'intérieur, en hauteur, où on le voit de 3/4, du moins en plan aérien, une autre où on voit son visage, enfin... Il y a de l'originalité, il y a de l'inventivité, et encore une fois, c'est les Américains qui nous surclassent sur ce terrain, alors que pourtant, je suis sûr que ces mecs-là, ils vont pas dans des écoles de ciné où ils doivent raquer 10 000 balles par an pour justement à la fin finalement faire des documentaires ou des, je sais pas, tourner dans le nouveau Chabrol ou le nouveau, le nouveau Desplechin, je sais pas, enfin bref, les Américains savent placer la caméra et ils savent comment rendre leurs films addictifs, ils savent comment rendre leurs films visuellement marquant. Et pour ça, il faut placer la caméra dans des angles qui vous marquent, qui vous hantent presque. Et il y a des moments, vraiment, par exemple, il y a un passage où il y a un gars qui rentre dans le fort, le mec qui cherche donc un des personnages, il y a la caméra qui le filme, rentrer dans le fort, donc il marche dans la gadoue, tout ça, on le voit marcher, il est dans le centre de l'objectif. Après, il y a un autre plan où on voit la caméra qui survole son épaule, on voit les autres personnages qui le regardent. Après, il y a un autre plan où on voit le mec qui tient le fort, où il est tourné de profil vers l'objectif, il y a une espèce de flou, le mec l'appelle, il le regarde, enfin, c'est des scènes, des plans qui vous marqueront. Vous ferez pas attention, mais vous serez marqué par ces scènes. C'est presque du... c'est presque du subliminal. En tout cas, au niveau visuel, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'immersion,
Là pareil, je vais plus en parler quand je vais aborder le sujet de la violence, parce qu'au niveau de l'immersion, au niveau des combats, au niveau des fusillades, le sound design, je vais en parler plus au niveau de la musique, enfin, au niveau visuel, c'est magnifique. On n'est pas du niveau, enfin, je vais peut-être pas faire la comparaison, je vais peut-être pas oser, mais on est loin, enfin c'est pas du tout dans le même délire que par exemple Vince Gilligan avec son Breaking Bad et son Better Call Saul. Pour moi, c'est vraiment la perfection au niveau du visuel, au niveau de la mise en scène, mais American Primevole sait se démarquer. Alors oui, je ne veux pas oser la comparaison entre les deux, même si quelque part il y a un petit côté western dans Breaking Bad, mais c'est parce que je me sers de Breaking Bad en mode référentiel. Parce que par exemple, au niveau des idées visuelles, je n'ai pas vu ça dans Game of Thrones. Je n'ai pas vu ça dans des séries très connues, comme par exemple, je sais pas moi, Les Sopranos. Là, pour le coup, c'est plus, on va dire, la force de cette série, c'est plus le scénario. Or, des séries comme Breaking Bad et comme American Primevole, eh bien, on a le scénario et on a également le côté visuel. Et donc, visuellement, c'est une véritable claque, c'est très beau, sans pour autant que ça en fasse des caisses. Vous attendez pas à des plans absolument magnifiques, vous attendez pas à des trucs ultra, comment dire, vous attendez pas, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête, mais vous attendez pas du James Cameron. Cependant, la façon dont Peter Berg capte les visages, les armes, les animaux, les infrastructures, les montagnes, les arbres, etc., la nature, il y a quelque chose. Il faut que je parle brièvement de la musique. Alors la musique est en parfait accord avec l'histoire, avec la mise en scène, mais je la trouve un tantinet insistante par moment. J'estime qu'il y a des moments où la musique ne devrait pas avoir sa place. J'aime bien les moments de silence quand il y a des dialogues. Or, malheureusement, la musique est un peu trop insistante, un peu trop présente à certains moments, mais, ça reste une musique raccord avec le Far West, raccord avec la sauvagerie, raccord avec une certaine idée de danger. On a l'impression qu'il y a toujours un truc qui va se passer, il y a toujours un truc qui va nous tomber sur la gueule, et la musique force à fond là-dessus. Donc, j'ai rien à dire par rapport à la musique, si ce n'est que par moments, on aurait pu s'en passer. Mais globalement, c'est nickel. Maintenant, il est temps qu'on parle de la violence, car vraiment, la violence d'American Primevole se démarque du reste, même si ils auraient pu aller encore plus loin, mais je pense qu'à la réalisation, ils se sont dit, bon les gars, on va peut-être y aller mollo, parce que c'est sur Netflix, on peut aller encore plus loin, mais on va peut-être éviter. Mais vraiment, je sens que le réalisateur, ça a dû le démanger d'aller encore plus loin dans la violence, parce qu'il y a des moments, mais oh là 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 là, vous aurez droit à tout, hein, vraiment, je vais pas spoiler, mais vous aurez droit à du scalp, et du scalp vraiment dégueulasse, hein. Vous aurez droit à du scalp, à des fracassages de tronches, à des impacts de balles vraiment sanglants, où vraiment les trous rentrés dans le corps avec des giclades, etc. Vous aurez droit à en termes de scènes de baston, il y a un moment, le héros, il prend un piège à loup, il le balance dans la gueule d'une meuf, quoi. Je veux dire, c'est que des trucs comme ça, quoi. C'est très dur, c'est ça qui est génial, en fait. C'est que cette violence est vraiment brute, sans pitié. C'est ça, presque le leitmotiv d'American Primevole, c'est sans pitié. Tout le monde y passe, tout le monde va y passer, tout le monde va forcément morfler à un moment donné. Il y a un passage, bon là je spoil un petit peu, mais il y a un passage où un enfant se fait défoncer par un cheval, où il se prend des coups de sabot. C'est, oh mon dieu, j'ai pas pu m'empêcher de regarder ailleurs. Vraiment, tous les moments un peu énervés, j'ai caché mes yeux tellement ça allait loin. En plus, j'avais le casque et tout, donc il y avait le sound design qui était là. Très bon sound design au niveau des armes, quand on entend les coups de feu. Là, ils ont fait un gros boulot. Bref, au niveau violence, je vais pas insister, mais vous allez en avoir pour votre pognon. Ça va très vite, c'est alors fusillade, coups de couteau, scène, les mecs qui se font poignarder. Il y a un moment absolument horrible où on voit des Indiens égorger des femmes. Oh là là, enfin, il y a un mec qui vient avec une lame. C'est horrible, cette scène m'a hanté, vraiment, mais traumatisé, quoi. Je m'attendais pas à ce qu'ils aillent aussi loin, c'est pour moi peut-être la scène la plus vénère de toutes. Le passage avec les femmes qui sont atroces, vraiment atroces, mais c'est ça aussi qui est bien, et je vais rebondir là-dessus. C'est que cette série ne fait pas comme beaucoup d'autres, à savoir, on montre les Indiens comme des êtres innocents, victimes, etc. Et tous les blancs, les colons comme des ordures. Non, non. Dans cette série, c'est tous des ordures. Il n'y a pas de... Bon, il y en a bien sûr qui arrivent à avoir une certaine forme de rédemption, mais globalement, chacun roule pour sa gueule, chacun roule pour ses intérêts. Les Indiens roulent pour les Indiens, les Blancs roulent pour les Blancs, les Mormons pour les Mormons, les mecs qui font du business pour leur business, je sais pas, les chasseurs de primes pour les chasseurs de primes. Chacun roule pour sa pomme, parce qu'on est dans un univers très dur, où la survie prévaut avant tout le reste, et dans ces moments-là, vous ne pouvez pas vous permettre d'être généreux, d'être humaniste, on n'est pas du tout en 2025. Hein. Donc on est dans une époque très dure, sans pitié, ce qui est encore le cas plus ou moins dans certaines contrées du monde. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ici, on va pas faire du sentimentalisme. Il y a ce passage qui m'a marqué vraiment, où on voit un Indien, un daron, qui rentre dans le tipi pour aller se taper sa nièce, ou sa sœur, ou je sais pas quoi, ou sa fille. Enfin, c'est horrible, quand on voit le gros il est complètement bourré, et il y a sa femme qui dit, bon bah viens, et puis le mec fait, non, je veux la jeune, quoi. Cette scène est atroce, et pourtant c'est montré. Pour une fois, c'est assez rare, mais bon, les Américains, on l'a bien vu dans Bone Tomahawk, eux,
ils s'embêtent pas, quoi. Il y a certaines productions où ils s'en foutent du politiquement correct, hein. Ça les dérange pas de montrer les Indiens comme des méchants, comme des êtres sanguinaires. Je ne dis pas que c'est le cas, attention, parce que les Amérindiens, c'est une histoire immense, dans le sens où il y a plusieurs fractions, il y a eu les Hurons, les Iroquois, il y en a je sais pas combien, certains étaient plus brutaux que d'autres, certains étaient plutôt chill, chacun avait sa façon de faire, et là, dans cette série, on montre bien qu'il y a des Indiens cool, mais il y en a aussi des très méchants, quoi. Il y en a qui roulent pour les Blancs, qui roulent pour leur intérêt, qui roulent pour, qui massacrent leurs frères, qui n'hésitent pas à buter des gens pour avoir un petit lopin de terre pour pouvoir être planqué. D'autres sont beaucoup plus traditionnalistes et eux dégomment tout le monde. D'autres sont un peu plus, on va dire, timorés, un peu plus... Enfin, c'est intelligent, voilà. C'est le genre de série que nous, on pourrait pas proposer, parce que on n'est pas dans une sorte de manichéisme, c'est-à-dire que c'est la réalité, c'est comme ça, personne fait de cadeau à personne, c'est la réalité froide, dure et objective. Et ça, j'ai kiffé parce que on nous prend pas pour des enfants, on sent bien que c'est une patte à l'américaine, donc c'est mature, c'est adulte, on vous parle pas comme si vous étiez des enfants de 5 ans, ou comme si vous sortiez d'un cours d'éducation civique. Par contre, le truc qui me plaît moins, et là c'est paradoxal, enfin vous allez me dire, ah bah tu vois, c'est bien fait pour toi, Mad Matt, mais les Français sont montrés comme des sauvages. Encore une fois de plus, les productions américaines, malgré tout le respect que j'ai pour eux, on sent qu'ils nous détestent et qu'ils nous méprisent, parce que les Français, vous verrez 2 fois des Français dans cette série, ce sont des crevures absolues, des ordures, des fous, des dégénérés, voilà, super. Les Français qui sont montrés, comme pour The Revenant, on est montrés comme des ordures. Super. Bon, c'est terrible parce que je défends une série américaine qui nous crache à la gueule, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est génial. Qu'est-ce qu'on attend pour faire pareil? Qu'est-ce qu'on attend pour montrer une série, je sais pas, French Primevale, où on voit des colons français qui vont au Canada, qui commercent avec les Indiens, qui se battent contre des grizzlies, enfin... Qu'est-ce qu'on attend pour montrer ça? En tout cas, je vais peut-être m'arrêter là parce que je commence à aller un peu trop loin, ça commence à s'éterniser, mais je veux vous convaincre de regarder cette série, de lui donner une chance, ou lui redonner une chance plus tard. En tout cas, niveau violence, c'est complètement dingue. Et encore une fois, je dis, ce qui est génial, c'est qu'effectivement, on montre la brutalité telle qu'elle est. Le héros, il fait pas de cadeaux. L'héroïne, enfin, le héros, il ne fait pas de cadeaux. La meuf dont il s'occupe, elle roule pour ses intérêts, elle roule pour sa gueule. Les autres, c'est pareil, et c'est ça qui est génial. Et c'est pour ça que je vous recommande cette merveille, American Primevale, sans aucun doute la plus grande surprise de l'année 2025. On n'est qu'au mois de janvier, mais c'est bien parti, je pense, pour que ce soit une des meilleures séries tout style confondu. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à checker les autres vidéos, n'hésitez pas à vous abonner également, c'est pas encore fait, car vous êtes nombreux à me regarder sans être abonné. Je surveille, je vous ai à l'œil. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Plein de bisous à tous. Ciao.